Myriam Gablier. Quand nous avons proposé à Myriam de nous rejoindre à Lorient, elle a demandé à Philippe un peu de temps pour y réfléchir, et c'était bien normal, car d'un coup d'un seul, elle devenait l'invité mystère de cette journée. Son oui a été une explosion de joie, car son livre, Le mystère de la conscience, est une belle surprise, une nouveauté qui nous donne encore du grain à moudre pour en apprendre davantage. Son livre, magnifiquement illustré, nous propose de nous aventurer aux confins des états modifiés de la conscience, des perceptions extrasensorielles ou d'expériences exceptionnelles qui en sont d'autant de facettes. Ces enquêtes sur les thérapies, la psychologie, la philosophie, la spiritualité et les sciences du vivant lui ont permis notamment de traquer les données se rapportant à la notion de conscience et à la relation corps-esprit. Myriam est auteure-journaliste, doctorante en psychologie, et sa spécificité est de traiter du potentiel humain, ce potentiel qui change nos vies. Merci d'accueillir notre invitée surprise, Myriam Gablier. Alors, on entame notre dernière ligne droite. Je suis votre dernière intervenante et il y aura une table ronde. Et pour ma part, je vais concentrer ma présentation sur la notion de conscience. On a parlé aujourd'hui pas mal des manifestations extraordinaires de la conscience. On a parlé ce matin d'une expérience de sortie hors du corps. On a parlé ensuite d'éveil. On a parlé aussi de synchronicité, de chamanisme. Toutes ces manifestations tournent autour de la notion de conscience. Et je trouve que c'est bien aussi de se poser un petit peu la question de quoi on parle quand on parle de conscience. Alors, je vais repartir de là, et bien sûr, on va retrouver nos états de conscience élargis par la suite. Donc, je vais vous proposer une présentation qui va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un problème majeur auquel les chercheurs en neurosciences se confrontent inévitablement. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de la notion de conscience dans son histoire, c'est-à-dire je vais vous raconter un petit bout d'histoire de comment la notion de conscience est arrivée sur le devant de la scène. Et dans un troisième temps, je vais vous proposer une carte des niveaux de la conscience qui ont été identifiés par les chercheurs. Parce que quand on comprend ces niveaux de conscience, on comprend les questions de fond qui sont attachées à cette notion de conscience. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même remercier la librairie Quand les livres s'ouvrent pour leur invitation qui m'a beaucoup touchée. Pour toute l'équipe qui est derrière, l'organisation est super, ça roule, c'est très chaleureux, humainement très riche. Et puis, c'est aussi formidable de faire partie d'une équipe d'intervenants, aussi formidable dans le sens d'une qualité. Hein. Vous avez pu le constater, aujourd'hui, on a eu des présentations qui ont été quand même exceptionnelles. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour finir ce mouvement en beauté. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je n'ai jamais parlé devant 700 personnes, donc c'est une expérience que j'accueille. Voilà, donc je vais dérouler mon fil tranquillement et j'espère que voilà, vous trouverez ça intéressant. Alors, on est dans une culture qui s'est construite autour de la nécessité d'objectiver les choses. Quand on étudie un objet, un phénomène, une propriété, il faut la mettre là, à distance. Il faut l'observer avec neutralité.
Il faut la mesurer, la calibrer, essayer de voir c'est quoi les lois qui régissent son comportement, de voir si ces lois se répètent dans le temps. Est-ce que nous, on peut les répéter? Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est dresser un portrait type de ce phénomène, de cet objet, de cette propriété. Donc ça, c'est très intéressant. Le problème, c'est que la conscience, c'est tout l'inverse. La conscience, c'est une expérience subjective, intime, corporelle, sensorielle, émotionnelle, cognitive, spirituelle. Donc c'est vraiment le déploiement d'une expérience sensible à chaque instant. Alors vous me direz, oui, on peut essayer d'étudier la conscience de manière objective. Effectivement, on peut, d'ailleurs on l'a vu, il y a plein de recherches qui sont faites dans ce sens-là. On reste dans la nécessité d'objectiver la conscience et on sait qu'on étudie quelque chose de subjectif. Mais la conscience, c'est-à-dire tout ce qui se présente à l'instant dans mon esprit, et tout ce que vous êtes en train de vivre là en m'écoutant, vous êtes assis, votre corps, votre respiration, vous m'entendez parler, peut-être votre mental reste un petit peu concentré sur moi, mais peut-être des fois il y a des parasites, et puis voilà, vous êtes en train de vivre cette expérience. Eh bien, c'est cette expérience qui fait que vous pouvez étudier la conscience. Donc on est dans une situation où c'est parce qu'on est conscient qu'on peut accéder à des données. Donc c'est la conscience qui fait qu'on peut étudier la conscience. Vous voyez le biais? C'est-à-dire que dès qu'on essaye d'étudier la conscience en la mettant là, on lui tourne le dos, on tourne le dos à l'expérience qu'on est en train d'avoir maintenant, qui fait qu'on peut étudier la conscience. Donc il y a une circularité entre le chercheur et le sujet. Et cette circularité a des conséquences majeures. La première conséquence, c'est qu'on pense que ça va être quand même difficile d'étudier la conscience de manière purement objective. Vous voyez que pour la science, c'est un geste majeur. La science s'est construite justement en essayant d'évacuer la subjectivité. Et là, d'un seul coup, comme un boomerang, bam, la conscience revient sur le devant de la scène et demande à ce qu'on réintroduise les données subjectives. Donc c'est radical. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui tentent de faire cela, de faire des ponts en fait, parce qu'évidemment, il n'est pas non plus question de se débarrasser de tous les outils objectivants. Et donc, il y a des chercheurs qui tentent de faire des ponts entre les moyens objectifs et les moyens subjectifs. On pense par exemple à la neurophénoménologie qui a été inventée par Francisco Varela, mais il y a aussi d'autres chercheurs qui font ce travail-là et qui essayent d'élaborer des systèmes, des modèles de la conscience qui incluent cette donnée fondamentale dans l'instant, cette vie subjective qui se donne à nous de manière presque mystérieuse. On verra par la suite que je vais revenir sur ce niveau de donation. Mais en tout cas, on est obligé de faire des ponts entre les deux. Il y a une autre conséquence importante au fait de comprendre que la conscience, c'est l'attention qu'on porte à l'attention, c'est que du coup, l'attention en question qui s'occupe de l'attention, c'est un vécu subjectif, intime, modulable, qui n'est pas stable. Notre état de conscience, il ne cesse de fluctuer. Toute la journée, nous sommes en fluctuation, un petit coup de fatigue, un petit coup de boost, une émotion, une perception, un parfum, une compréhension. Notre état ne cesse de fluctuer. Donc, dans quel état de conscience se trouve le chercheur qui définit la conscience? Parce que deux chercheurs dans deux états de conscience différents donneront des définitions différentes de la conscience. Pour prendre un exemple assez frappant, toutes les grandes traditions spirituelles, et on en a parlé ce matin,
ont connu des grands mystiques qui, dans leur état d'extase ou d'ouverture de conscience, ont accédé à des savoirs d'une beauté incroyable, d'une profondeur incroyable, qu'ils ont même eu eux-mêmes parfois du mal à mettre en mots. Ils le disent, les mots réduisent cette richesse incroyable. Alors est-ce que finalement, il ne faudrait pas définir la conscience depuis un état mystique? Et puis finalement, en restant absolument dans un état de conscience mental, rationnel, logique, est-ce qu'on n'est pas en train de réduire notre visée? Est-ce qu'on n'est pas en train de réduire notre champ de savoir? Est-ce qu'en ouvrant, en explorant les états de conscience élargis, et ils le sont forcément parce que la conscience n'est pas une fonction stable, mais en osant peut-être aller un peu plus loin, on ne peut pas accéder à des savoirs qui nous seraient utiles, qui nous enrichiraient, qui nous permettraient de guérir. Donc le nouveau mot d'ordre, c'est explorer les états élargis de conscience. Donc voyez encore une fois que pour la science, c'est assez radical. Réhabiliter la subjectivité, explorer les fluctuations de la conscience. Alors c'est pour ça qu'on dit que d'une part, la notion de conscience est un booster de recherche. Depuis les années 80 plus particulièrement, on voit une croissance dans les publications scientifiques, mais aussi les publications grand public autour de la conscience. Et cette conscience est étudiée donc classiquement par la philosophie, la psychologie, les neurosciences, la médecine. Mais on se rend compte aussi qu'elle ne cesse de déborder des espaces dans lesquels on essaye de la contenir et de réapparaître là où on ne l'attend pas. Par exemple, la physique se confronte à la notion de conscience. L'économie se confronte à la notion de conscience. Donc on est avec quelque chose qui n'est pas simplement un booster de recherche, mais un véritable agent de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire cette bascule importante qui réhabilite le sensible, la vie intime, les états élargis de conscience, de nouveaux moyens d'accéder à de l'information, de nouveaux moyens d'interagir avec le monde finalement. Voilà, donc ça c'était vraiment important pour moi de le poser, parce on est tellement orienté dans notre société que même cette petite bascule, on a encore besoin de la travailler, de réhabiliter cette bascule-là vers la subjectivité. Alors, cette conscience, d'où elle vient? C'est quoi son histoire? De quoi on parle? Alors, il y a quelque chose aussi qui n'est pas trop connu, c'est que la conscience est en fait une notion tardive dans l'histoire. Elle n'émerge dans son sens contemporain qu'au XVIIe siècle. Dans le monde grec, il n'y a pas de notion de conscience et pas de terme équivalent. Le mot conscience apparaît dans le monde latin, conscience, conscientia, ce qui veut dire être avec une science, être avec un savoir. Donc c'est une première définition, ça sera le fait d'être avec un savoir, ou peut-être d'être avec un savoir en commun avec d'autres personnes. Mais c'est surtout cette posture de témoin de mon propre savoir. Et à partir de cette posture de témoin de mon propre savoir, on va glisser doucement vers une autre définition de la conscience, qui va être, en tant que témoin, j'ai la possibilité d'évaluer mon savoir, et donc d'avoir quelque part un regard moral sur le contenu de mon savoir. Et donc c'est vraiment sous cette définition morale que la conscience va traverser les siècles, jusqu'au XVIIe siècle, comme je le disais. Alors, pourquoi le XVIIe siècle? Parce qu'à ce moment-là, on arrive à un degré de maturation des mouvements de la Renaissance et de l'humanisme qui fait qu'on a besoin d'un terme pour nommer l'activité psychique de l'être humain.
Parce que la grande bascule qui se fait au moment de la Renaissance et de l'humanisme, c'est qu'on passe d'explications du monde, de la création du monde, de l'univers, de ses rouages, on passe de systèmes cosmologiques ou théologiques à des systèmes humanistes. On va porter notre intérêt sur l'être humain. D'un seul coup, on se pose la question, mais alors l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vit? Quel est son rôle dans le monde? Et on essaye aussi de le valoriser. Voilà, l'être humain est un personnage qui va arriver devant de la scène des réflexions. Et donc à ce moment-là, on a besoin d'un terme, et c'est en 1666 que le mot conscience sera écrit pour la première fois en français par Louis de Laforge. Il sera suivi de Nicolas Malebranche. C'est en 1678 que le mot consciousness sera écrit pour la première fois en anglais par Ralph Cudworth, suivi de John Locke. Mais les historiens tombent d'accord sur le fait que celui qui a véritablement ouvert le champ d'investigation de la conscience, c'est notre très cher Descartes. Alors, quand on dit Descartes, on a tendance à penser à le cours de philo de première. Alors, je ne vais pas vous faire le cours de philo de première, je vais essayer de vous communiquer le trait de génie de Descartes, parce qu'il a fait quelque chose d'assez incroyable. Que fait Descartes? Descartes décide de faire table rase de tout ce qui a été dit en philosophie. Voilà, il décide de laisser les philosophes de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des siècles un petit peu plus récents de côté, pour repartir de l'expérience directe. Donc il se pose et il réfléchit, il sent, il médite en fait. Et c'est pour ça qu'on parle des méditations cartésiennes. Et qu'est-ce qu'il trouve en méditant? Eh bien, il trouve qu'on peut douter de tout. Il trouve qu'on peut douter de comment nos sens nous donnent accès à la réalité. Parce qu'effectivement, selon dans quelle position on est, deux témoins d'une même scène ne vont pas la raconter de la même manière. Voilà, donc il se rend compte que la sensorialité n'est pas forcément un moyen de connaître une réalité qui serait objective. Il prend aussi l'exemple des rêves. Quand on rêve, on a l'impression que c'est vrai, et quand on se réveille, on se rend compte qu'on était en train de rêver. Donc c'est la fameuse parabole de Chuang Tzu qui rêve qu'il est un papillon, et quand il se réveille, il se dit est-ce que je suis Chuang Tzu qui rêve qu'il est un papillon, ou est-ce que je suis un papillon qui est en train de rêver qu'il est Chuang Tzu? Mais Descartes va même aller plus loin, en fait. Il va dire, mais on peut aussi douter des vérités éternelles, comme les vérités mathématiques. C'est-à-dire le fait que n'importe où on soit dans l'espace-temps, 1 + 1 sera toujours égal à 2. Il dit, on pourrait être dans un monde créé par un Dieu qui a décidé de certaines lois, mais ce Dieu pourrait créer un autre monde avec d'autres lois. Donc le geste de Descartes est absolument radical. Il balaye tout. Et qu'est-ce qui reste? Le doute. Le fait que si je peux douter de tout, il y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que je suis précisément en train de douter. Je suis en train de faire l'expérience du doute. Et ça, je ne peux pas en douter. Donc, c'est vraiment un trait de génie parce qu'il balaye finalement beaucoup de choses pour arriver à cerner un espace d'expérience psychique. Donc, si je doute, c'est que j'existe, donc je pense, donc je suis. Il cerne cet espace psychique et il ouvre tout un champ de recherche autour de la conscience. Mais alors, est-ce qu'il définit qu'est-ce que c'est cette conscience, ce cogito, ce je pense dont je suis? Eh bien, pas vraiment. Ce qu'il va dire, c'est que quand il dit « je pense dont je suis », le « je pense », ce n'est pas juste une activité mentale. C'est « je pense »,« je sens »,« je perçois »,« je doute », voilà. Donc on sait qu'on n'est pas juste avec un « je pense » mental, on est avec une activité psychique.
Mais il ne dit pas ce que c'est. Il dit lui-même qu'est-ce que c'est une chose qui pense, qui doute, qui perçoit. Ce qui est intéressant avec le cogito cartésien, c'est qu'il est très ambivalent. Descartes va dire ce n'est pas vraiment une chose empirique qui est dans le monde, comme une chaise, une bouteille, une bougie. Ce n'est pas vraiment de cet ordre-là. Mais il dit que ce n'est pas non plus quelque chose qui transcende le monde. Il ouvre un champ, il tend vers une transcendantalité, mais il dit que ce n'est pas vraiment. Donc on est à la croisée du monde et d'une transcendance. Et le cogito, il est là, à la croisée des deux. Donc ça, c'est assez étonnant, parce que les philosophes qui vont suivre, il y en a qui vont tendre vers la transcendantalité en disant oui, non, mais la conscience est totalement transcendantale, et d'autres qui vont tendre vers l'empirisme en disant oui, non, mais la conscience, c'est juste des états psychologiques qui se suivent. Mais lui, il maintient un mystère à la croisée des deux qui est très intéressant et que finalement, on est encore en train de travailler. Le problème aussi avec Descartes, c'est que, et ça lui a été beaucoup reproché, c'est qu'il retombe dans un dualisme corps-esprit. C'est-à-dire que cette conscience qui n'est pas vraiment une chose, pour lui, ça ne peut pas être vraiment le corps. Donc il va penser que la conscience, c'est une propriété de l'âme, qui est une substance ineffable, et que tout le reste, c'est de la matière mécanique. Il utilise l'image de l'automate. Donc pour lui, le corps humain est un automatisme. Les animaux, les plantes, et encore moins le monde, ne sont pas dotés de conscience. Seul l'être humain a une âme et il est conscient. Alors là, c'était moins inspiré, on va dire. Voilà, on est un peu avec un problème. C'est-à-dire que quand on a une âme consciente d'un côté et un corps, une sorte de machine biologique de l'autre, on ne comprend plus très bien comment les deux peuvent communiquer. Et ce travers-là, on l'a encore aujourd'hui. On a encore tendance à penser que le corps est une machine biologique et que finalement, soit on est dans un paradigme purement matérialiste où on pense que la conscience est un produit du cerveau, mais pour les gens qui commencent à penser une conscience extraneuronale, on peut aussi vite tomber dans l'idée qu'il y a une âme qui anime un corps. Et à la fin de la vie, l'âme quitte le corps. Et puis peut-être qu'elle revient dans un autre corps. Vous voyez, on peut vite avoir tendance à penser dans ces termes-là, et on sait à l'heure d'aujourd'hui que ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Il faut penser des dégradés entre le corps et l'âme. On ne peut pas dire qu'à la mort, l'âme quitte le corps et que c'est elle qui est porteuse du principe de vie et que le corps, c'est juste une machine. Vous voyez, donc on est sur des choses qui demandent vraiment à être pensées avec subtilité. Alors, suite à Descartes, comme je disais, il y a d'autres philosophes qui ont pensé la conscience autrement. Je ne vais pas balayer le champ de la philosophie, je vais en mentionner quelques-uns parce que c'est intéressant. Je pense par exemple à Leibniz. Alors lui, il pense à un dégradé de conscience dans la nature. Il pense qu'il y a des monades, des unités de conscience, des unités spirituelles, et il va penser qu'il y a une monade végétale, une monade animale, une monade humaine, une monade qui va au-delà de l'humain jusqu'à Dieu, qui est la monade des monades. Donc c'est intéressant parce que là, on est vraiment avec un dégradé de conscience dans un monde finalement où tout est doté d'une forme de conscience. Donc on ouvre quelque part le champ et au passage, les animaux, les plantes et le monde peuvent être dotés d'une forme de proto-conscience. Ce qui est intéressant avec Leibniz aussi, c'est qu'il pense que la conscience s'enracine dans un fond sensible. Alors il est là, le fond sensible. Mais la conscience, c'est ce qui émerge de ce fond. Donc on commence à cerner un espace inconscient, sensible, mais qui n'est pas la conscience, mais d'où la conscience émerge. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il faut quand même noter avec Leibniz qu'il a donc une posture panthéiste. Chaque chose du monde est dotée d'un petit bout de conscience, mais ce panthéisme se pense sur un fond de dualisme. On est encore avec une chose et un petit bout de conscience de la chose. Il y a encore cette scission. Après, il y a d'autres philosophes comme Spinoza qui vont... Alors lui, il est moniste, il pense qu'il y a une seule chose dans le monde, qu'il appelle la substance cause de soi, de laquelle émergent la conscience et le corps et l'esprit. Donc finalement, la conscience et l'esprit, c'est un peu la même chose au final, puisque ça émerge de la même chose, donc c'est intéressant aussi. Là, on est profondément avec une conscience corporelle,
Donc pour les gens qui travaillent dans les domaines du psychocorporel ou qui sont en contact avec le corps, Spinoza est une piste intéressante. Après, il y a d'autres travers dans sa philosophie, mais comme il y en a dans tous les systèmes. Et le dernier philosophe dont je voudrais parler, c'est John Locke. Alors lui, c'est un empiriste anglais, protestant. Il ne s'occupe pas du statut transcendantal du sujet. Il ne cherche pas à savoir si le sujet a une forme de présence transcendantale. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le contenu de la conscience et d'étudier comment les états de la conscience se suivent, les modalités d'apparition de la conscience. Et finalement, c'est celui qui va ouvrir le champ d'exploration de la psychologie, c'est-à-dire d'étudier la psyché humaine. Donc, dans le monde anglo-saxon, on dit souvent que c'est lui le père de la conscience parce qu'il a beaucoup utilisé le mot consciousness et qu'il a étudié donc la vie de la conscience, la psychologie, comment les états se suivent. Mais évidemment, les philosophes transcendantaux vont lui reprocher d'avoir réduit le sujet conscient à une suite d'états psychologiques. Donc là, on a couvert XVIIe, XVIIIe siècle. Et on voit qu'on est déjà avec une énorme richesse de réflexion sur la conscience. Le XIXe siècle sera marqué par la montée en puissance des sciences psychiques, qui vont donner naissance à la psychiatrie, la psychologie, les psychothérapies, la psychanalyse. Donc là, clairement, on s'intéresse à la vie de conscience. Et il y a une page de l'histoire qui est peu connue parce que elle touche à un tabou, donc on a tendance, vous savez, l'histoire qu'on apprend à l'école, elle est quand même sélectionnée. Donc cette page de l'histoire qui est peu connue, c'est que les recherches sur la conscience, la vie psychique au tournant du XVIIIe, XIXe siècle vont se faire par des gens qui sont intéressés par les états extraordinaires de la conscience. C'est-à-dire que suite au magnétisme animal d'Anton Mesmer, le marquis de Puységur, s'il vous plaît, un jour va magnétiser un paysan malade, donc il lui fait des passes magnétiques, et ce paysan plonge dans un sommeil depuis lequel il commence à parler avec une éloquence surprenante, à discourir sur des sujets qu'il ne connaît pas, mais plus encore, il commence à lire dans la pensée du marquis et à prévoir sa guérison, et ses prédictions se réalisent. Donc là, on est avec un groupe de chercheurs qui sont des médecins, des aristocrates, qui vont plonger des sujets dans cet état de somnambulisme magnétique et qui vont observer toutes les distorsions de la conscience qui se présentent dans cet état de transe, finalement. Or, évidemment, ce genre d'approche de la conscience n'est pas recevable par le paradigme matérialiste qui est en train de monter au XIXe siècle. Dans le monde académique, on devient de plus en plus rationnel, logique, matérialiste, il n'y a que la matière. Et donc, cette hypothèse, ces recherches, cette hypothèse magnétique de l'interconnexion des consciences qui permet la télépathie, par exemple, ou cette hypothèse qui fait que la conscience peut sûrement défier l'espace-temps, comme l'a expliqué Jocelyn, cette hypothèse va être évacuée. Il faut quand même savoir que l'Académie de médecine va reconnaître l'effet magnétique. Mais évidemment, le rapport va vite être enterré et quelques années plus tard, une autre commission va conclure que non, ces phénomènes magnétiques n'existent pas. Donc là, on évacue la possibilité d'étudier la conscience depuis ces manifestations extraordinaires pour se tourner vers des manifestations pathologiques. Finalement, on va commencer à expliquer ces phénomènes un peu bizarres par l'hystérie, par une désagrégation de la conscience, par un retour à des automatismes. Et donc la deuxième partie du XIXe siècle sera davantage marquée par la montée en puissance de l'étude des pathologies de la conscience. Et qui dit pathologie de la conscience, parce que pour pouvoir expliquer ces phénomènes, on va se dire peut-être que sous la conscience, il y a un inconscient qui peut expliquer ces phénomènes un peu étranges. Donc là, on voit apparaître
Alors l'inconscient n'est pas apparu au XIXe siècle, il a été travaillé avant, mais c'est vraiment une sorte de montée en puissance des notions d'inconscient. Alors là, c'est pareil, il y a différentes interprétations. On a le subconscient de Pierre Janet, on a l'inconscient freudien. Alors si on prend par exemple l'inconscient freudien, on est vraiment avec un effort de clôturer le sujet sur lui-même, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de possibilité d'interconnexion des consciences. L'inconscient, c'est le contenu de la psyché individuelle qui est refoulé et qui est passé dans un niveau inconscient. Et puis, surtout, avec Freud, l'inconscient devient central dans l'appareil psychique. Donc on est un peu dans une situation paradoxale où c'est lui, finalement, le chef. Et la conscience, en tout cas dans sa notion réflexive, devient périphérique. Donc vous voyez, c'est intéressant comment cette notion d'inconscient va devenir finalement le sujet d'étude des sciences psychiques, en tout cas de la psychiatrie, de la psychologie. Alors bien sûr, on a évacué du champ académique les recherches sur les phénomènes extraordinaires de la conscience, mais ça ne veut pas dire qu'elles se sont arrêtées. Il y a des gens qui ont continué à étudier ces phénomènes, et ça a donné la métapsychique qui a donné la parapsychologie. Donc on a des chercheurs éminents qui ont continué à étudier les phénomènes extraordinaires de la conscience, la télépathie, la voyance, la précognition, la psychokinèse, ce genre de choses, et qui ont élaboré des modèles très intéressants. Alors je pense par exemple à Frederick Myers, qui est le fondateur de la Society for Psychical Research, la Société pour les recherches psychiques. On pense à William James, qui est quand même le père de la psychologie américaine. On pense à Henri Bergson, qui, bien qu'il ne l'assumait pas vraiment ouvertement, était très intéressé par ces phénomènes. Et là, on est avec des modèles qui, plutôt que d'expliquer ces phénomènes, parce qu'évidemment, ces phénomènes ne sont pas nouveaux, l'histoire a toujours connu des gens qui ont été voyants, télépathes. Voilà, on n'est pas avec des phénomènes qui sont nouveaux, mais on est avec une interprétation nouvelle des phénomènes. Et donc, on est avec des modèles qui vont chercher à s'éloigner des explications cosmologiques, théologiques, folkloriques. On va dire, non, on n'est pas avec des anges et des démons, des lutins, des farfadets qui sont à la source de ces phénomènes, ni avec des âmes qui ont survécu. Parce que la métapsychique et la parapsychologie sont des approches rationnelles, en fait, des phénomènes. Ils cherchent à étudier les phénomènes rationnellement. Et donc, leur modèle, pour faire assez simple, c'est que peut-être on est en train de faire face à une nouvelle capacité de l'être humain. Peut-être que c'est l'être humain qui crée ça. Et peut-être que maintenant, il faut étudier cette capacité chez l'être humain. Mais ça ne suffit pas non plus. Il faut aussi, parce que quand on va piocher des informations quelque part, on va vite avoir besoin aussi de penser que l'être humain qui peut être connecté, donc on réouvre la porosité psychique de l'être humain pour qu'il puisse aller piocher dans un champ informationnel, une trame. Donc peut-être que c'est ça l'explication aussi. Peut-être qu'on est connecté à un champ informationnel dans lequel on peut aller chercher des informations. Et donc, on a parlé de Carl Gustav Jung et de son inconscient collectif. Et bien, Carl Gustav Jung était membre de la Society for Psychical Research. Il a reconnu être influencé par William James et il a certainement lu les travaux de Frederick Myers. Donc l'inconscient collectif de Jung, il n'est pas entièrement nouveau. Alors c'est fort pour lui d'avoir su porter ça, de l'avoir mis dans le monde, mais il faut aussi reconnaître les sources qui sont derrière. Donc on est, encore une fois, avec un système, un modèle psychique qui fait que l'individu est poreux psychiquement et il est connecté à une trame informationnelle. Toujours est-il que le XXe siècle, le tournant du XXe siècle, va se faire sous les auspices d'approches de plus en plus rationnelles. On est avec la philosophie analytique, on est avec le behaviorisme, où là, on est vraiment, c'est du ras des pâquerettes. C'est-à-dire que l'esprit, c'est calculé,
le corps, c'est une machine, et finalement, la conscience, c'est un procédé de la machine, un algorithme. Donc pour moi, c'est très contre-intuitif même de vous en parler. Mais il se trouve qu'au XXe siècle, il y a un certain nombre de chercheurs qui sont partis de ce postulat, et de là sont nées les neurosciences. Donc on a la cybernétique, on a le cognitivisme, on a le connexionnisme. Donc je ne vais pas vous expliquer tout ça, je vais juste rapidement dire que toute la difficulté des neurosciences, c'est d'expliquer la conscience dans des termes matériels, mais sans réduire non plus la conscience à la matière, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment. Donc on a commencé à penser, par exemple, que le cerveau, c'est l'ordinateur et la conscience, c'est le logiciel. Voilà, donc on a quand même deux niveaux. On se rend compte qu'on ne peut pas vraiment réduire le logiciel à l'ordinateur. Voilà, donc on cherche à avoir des modèles qui font un peu émerger la conscience du cerveau. Mais tous ces modèles se heurtent en fait au problème qu'on aura beau expliquer la tuyauterie du cerveau, on n'expliquera pas comment cette tuyauterie fait apparaître cette expérience sensible. Vous voyez, cette expérience sensible qui se donne de manière gratuite, de manière spontanée, dans l'instant présent, qui nous file entre les doigts parce qu'on ne peut pas l'attraper, eh bien, c'est la base, en fait. Et toute définition de la conscience réflexive, et là je vais ensuite parler de la carte, elle se nourrit de cette sensibilité qui se donne de manière mystérieuse. Donc les neurosciences se heurtent à ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience, c'est-à-dire que la tuyauterie du cerveau n'explique pas comment une expérience sensible apparaît en nous. Donc c'est là où je vais vous proposer une carte. Je regarde le temps. Oh, mais j'ai du temps. Ok, on peut avoir le... Ouais. Alors, de par son étymologie, de par la définition que Descartes en a donnée, la première définition de la conscience va être une conscience réflexive. Et pour bien comprendre, on peut prendre un exemple. Imaginez que vous êtes dans la rue, quelqu'un s'effondre et perd conscience, perd connaissance. Là, les pompiers arrivent, ils le raniment, et au bout d'un moment, la personne finit par ouvrir les yeux. Le pompier lui demande « Comment vous vous appelez ?» Elle répond, et le pompier s'exclame « C'est bon, elle est consciente !» Vous voyez, notre compréhension la plus commune de la conscience, c'est le fait d'être conscient, éveillé, alerte, de pouvoir répondre, de pouvoir interagir, de pouvoir réfléchir, de pouvoir calculer, penser, faire de l'abstraction. C'est cet état de conscience consciente, d'être alerte, à laquelle on pense en premier lieu. Donc c'est cette capacité à faire un retour sur soi-même et à interagir avec soi-même. C'est-à-dire je peux répondre à ce qui m'est demandé, je peux réfléchir. Voilà, j'ai cette espèce de retour sur moi-même. À partir de la conscience réflexive, on peut ajouter une boucle supplémentaire qui est la conscience de soi, le fait d'avoir conscience de soi-même. Voilà, donc ça pose aussi... il y a plein de questions qui sont attachées à la conscience de soi, mais en tout cas, c'est une boucle en plus. On parle de boucle cognitive. Voilà. Première boucle, la conscience réflexive, la conscience de soi. Et il y a une troisième boucle. Alors, ces niveaux de conscience viennent des recherches des chercheurs. Une troisième boucle, c'est la conscience morale, c'est-à-dire de pouvoir poser une réflexion sur la conscience de soi. Donc, en gros, ce package-là, c'est la conscience réflexive. Mais la conscience réflexive, ça pose déjà un problème, c'est-à-dire que finalement, vers qui ou quoi ça pointe? Qui sommes-nous? C'est qui l'être conscient? On a vu que même Descartes a eu du mal à le cerner. Alors lui, il dit c'est un peu substantiel, un peu transcendantal. Derrière lui, on va avoir Kant ou Husserl qui vont se référer à un sujet transcendantal. On a Locke qui dit non, c'est juste psychologique. On a Freud qui dit non, mais là, en fait, le sujet, c'est l'inconscient. Vous voyez, on est un petit peu on tourne autour du pot. On a aussi des tendances qui vont déconstruire le sujet, c'est-à-dire, en fait, au final, il n'y a personne. Il y a juste des dynamismes, des relations, qui fait qu'on a la sensation d'être quelqu'un, mais au final, il n'y a personne. Donc, vous voyez qu'on est quand même avec un énorme point d'interrogation sur vers quoi
pointe la conscience réflexive. Ensuite, il y a cette fameuse conscience phénoménale, c'est-à-dire toute cette chose, cette sensibilité qui apparaît en nous. Déjà, on se demande d'où elle apparaît. Le titre du philosophe Michel Bibol, c'était « La conscience a-t-elle une origine ?» D'où apparaît notre sensibilité, notre expérience qui se déploie à l'intérieur de nous. Et surtout, quelle est la relation entre la conscience réflexive et la conscience phénoménale? On a vu que Descartes, lui, il s'est débarrassé du problème. Il a dit la conscience, c'est la conscience réflexive, et tout ce qui est sensoriel, sensible, tout, c'est des réflexes biologiques, c'est une machine. Mais on voit que ce n'est pas si simple, parce qu'on voit que tout ce qui se passe dans le sensible, dans l'inconscient, c'est doté d'une intelligence. Il y a une intelligence incroyable dans l'inconscient. Donc on ne peut pas dire que c'est juste un automatisme. Et puis surtout, on ne peut pas mettre d'un côté l'inconscient et de l'autre côté la conscience réflexive. On sait que cette frontière, elle est poreuse. On sait qu'il y a des procédés inconscients qui influencent la conscience et que finalement, on ne sait plus très bien où commence l'un et où finit l'autre. Donc, c'est pas, voilà, les neurosciences, notamment, se confrontent énormément à ce problème-là. Il y en a qui s'accrochent à vouloir maintenir une conscience réflexive et d'autres qui disent « mais non, il faut qu'on puisse inclure ce niveau-là de conscience ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce niveau-là de conscience ? On est dans une expérience à l'instant présent, directe, sans distance, sans détachement, on est juste, on est. C'est tout. Alors on peut se dire, bah oui, mais du coup c'est quand même utile d'avoir l'expérience réflexive pour pouvoir réfléchir, faire des choses. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est trouver l'équilibre entre les deux, mais on voit que c'est très délicat d'articuler les deux. Après, je vous ai parlé aussi donc, du problème de l'interconnexion des consciences. Visiblement, il semble probable que nous soyons poreux psychiquement, qu'on soit connectés, qu'on puisse être télépathe, voyant, qu'on puisse défier l'espace-temps. Donc là aussi, il y a un grand point de question, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on définit le sujet conscient dans une mer psychique? Les chercheurs que je vous ai cités tout à l'heure, Myers, James, Bergson, vont se poser la question de ok, d'accord, mais s'il y a une mer psychique, un champ collectif, comment est-ce que l'individu il apparaît au milieu d'un champ collectif? On peut poser le problème à l'envers. On peut se demander comment l'individu fait pour communiquer avec le champ collectif, mais on peut aussi se demander, mais alors, ok, partons du champ collectif, mais comment est-ce que l'individu il apparaît? Comment est-ce qu'on se définit en tant qu'individu? Donc ça aussi, c'est un énorme point d'interrogation. Et enfin, last but not least, la prochaine, quid de la conscience divine? Et si tout était d'une certaine manière conscience? Et si tout était apparaître dans un esprit divin? Et si finalement, voilà, il fallait penser, encore une fois, comment on articule un monde qui serait conscience avec des individus capables de faire ce retour sur eux-mêmes, des interconnexions de conscience. Donc voilà, on est vraiment avec plein de points d'interrogation. Mais voilà, ça aide à comprendre, j'espère que ça vous aide en tout cas, de poser cette carte, de voir quels sont certains en tout cas, mais des débats majeurs autour de la conscience. Voilà. Et je remets cette citation de Michel Bibol, « La conscience, c'est l'attention que nous tournons vers l'attention, c'est le présupposé des présupposés, parce que c'est la base de tout. C'est parce qu'on est conscient qu'on peut interagir maintenant ensemble. » Donc pour moi, c'est vraiment le truc à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de basculer dans une réhabilitation, que c'est parce qu'on est conscient que tout nous est donné. Voilà, et je vous remercie.